Salut tout le monde, soyez les bienvenus ici sur Investir dans les dividendes. Et j'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour une nouvelle vidéo avec le top 3 des actions à dividendes du mois de juillet 2022. Les trois actions sont éligibles au PEA. Alors en fait, dans ces trois actions, on va voir trois entreprises aujourd'hui, dont une que je viens d'acheter et que je compte renforcer au fur et à mesure du temps pour que ça devienne une position importante dans mon portefeuille. Et il y a une autre action qui, pour moi, est un cours d'achat aujourd'hui avec un dividende qui est vraiment safe. Et puis une troisième action qui n'est pas encore à un cours d'achat, mais qui s'en approche et qui pourrait être intéressante si jamais vous voulez avoir une protection contre l'inflation et que vous cherchez des dividendes qui sont safe. Donc, on va voir ça dans cette vidéo. Comme d'hab, je vous remercie pour votre soutien. Maximum de likes, de partage et abonnez-vous et activez les notifications si jamais ce n'est pas encore le cas. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis qui est exprimé dans cette vidéo, ça ne représente pas un conseil d'investissement. On est juste ici pour échanger ensemble et parler dans un but pédagogique. Tout investissement comporte des risques et ça peut aller jusqu'à la perte totale de votre investissement initial. Et pour information, je suis actionnaire des trois sociétés que je mentionne dans cette vidéo. On commence tout de suite avec la toute première action qui est la nouvelle action que je viens de rentrer dans mon portefeuille, qui est une grosse conviction pour le long terme. Alors là, ne vous fiez pas juste aux 3,21% de rendement affiché actuellement sur l'écran, qui est le dividende qui a été versé cette année par rapport au cours de bourse actuel, parce que je pense qu'il y a un potentiel d'appréciation, d'augmentation de ce rendement assez important au cours des années à venir. Et je vais vous expliquer pourquoi Arkema est devenu une de mes grosses convictions. Arkema, donc, c'est un chimiste présent dans 55 pays. C'est une entreprise française. Il y a plus de 20 000 collaborateurs. Ils ont 141 sites industriels partout dans le monde. Et puis, surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un management qui est bon, qui est efficace. C'est un seul PDG en fait aux commandes depuis 2006. Donc, stabilité du management. Et pourquoi depuis 2006? Parce que 2006, c'est l'introduction en bourse d'Arkema. Et surtout, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, Arkema, c'est un spin-off de Total. Et oui, ça faisait partie du groupe Total auparavant. Et cette société a été séparée et introduite en bourse en 2006. Alors Arkema, je vous l'ai dit, c'est un chimiste, mais globalement, dans la vie quotidienne, vous utilisez tous les jours des produits qui sont fabriqués à partir de ressources d'Arkema sans que vous le sachiez. Vous voyez, au niveau des marchés finaux, il y a un petit peu de tout. Il y a bien sûr de l'industrie générale, il y a tout ce qui est peinture et revêtement. Ils sont très présents au niveau des secteurs de la construction et du bâtiment pour des constructions qui sont durables, des meilleures isolations dans les biens de consommation, avec notamment, vous voyez, des chaussures de ski, dans les semelles de vos chaussures. Très certainement, c'est des produits d'Arkema qui ont permis de fabriquer ces semelles. Dans l'électronique, l'énergie, la nutrition et l'eau, on va regarder un peu plus en détail. Donc, vous voyez, l'industrie est le premier marché d'Arkema avec 28% du chiffre d'affaires. Donc, il y a de l'impression 3D, il y a tout ce qui est équipement industriel. Donc, oui, Arkema, bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est le cas pour toutes les entreprises dont on va parler aujourd'hui. Bien entendu que si jamais demain on a une récession mondiale ou européenne, eh bien, elle sera forcément impactée comme toutes les autres boîtes. Mais pour le coup, je trouve que Arkema est de plus en plus résiliente. Ils sont en train de faire un move stratégique et on va en parler dans cette vidéo. Donc, tout ce qui est peinture et revêtement, c'est le deuxième pôle de chiffre d'affaires avec 20%, suivi de bâtiments et construction, donc les préparations pour murs, carrelage, sol, l'isolation thermique. Donc, si vous voulez, quand on additionne ces trois pôles, ça représente quand même 65% du chiffre d'affaires d'Arkema. Suivent d'autres activités qui sont moins importantes mais qui progressent avec les biens de consommation. Donc, je vous ai parlé à l'instant des baskets et des chaussures de ski. Ils sont présents aussi dans l'air conditionné au niveau des biens de consommation, ou encore dans l'hygiène et désinfection, et donc notamment aussi dans l'industrie alimentaire. Tout ce qui est nutrition et eau, il y a de la nutrition animale notamment. Ils fournissent aussi des produits pour le traitement de l'eau. Tout ce qui est électronique et énergie, gros relais de croissance avec notamment les batteries, les batteries pour voitures. Il y a des relais de croissance au niveau de l'hydrogène aussi, on va en parler. Et puis, vous voyez, avec tout ce qui est automobile et transport, les circuits de refroidissement, l'hydrogène dont je vous parlais, l'air conditionné, système de freinage, etc., etc.
C'est un groupe donc qui est mondial. Vous voyez que les ventes sont plutôt pas mal réparties. 31% des ventes en Amérique du Nord, 36% en Europe, 33% en Asie et reste du monde. Alors en fait, c'est 29% en Asie et 4% dans le reste du monde. Mais le reste du monde sur cette slide est regroupé avec l'Asie. Au niveau des chiffres clés 2021, grosse croissance du chiffre d'affaires après le creux de 2020 dû à la pandémie. Quasiment 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, hein, 9,5 milliards d'euros, plus 26% à périmètre et à taux de change constant par rapport à 2020. L'EBITDA aussi a bien progressé et d'ailleurs, c'est une marge d'EBITDA à 18,1% qui est au plus haut historique. Donc, ce rebond du chiffre d'affaires, c'est pas juste cosmétique, hein, c'est de la croissance qui est rentable. Au niveau du résultat net courant, 896 millions d'euros, c'est quasiment 12 euros par action et une dette nette à fin 2021 ultra faible à seulement 0,7 fois l'EBITDA, ce qui est rien du tout dans ce genre d'industrie. Bon, on va voir que sur 2022, ça a commencé à bouger, hein. La dette a augmenté fortement parce qu'il y a notamment eu des acquisitions, mais on va en reparler dans un instant. Ce qui est important en fait sur cette slide, hormis ces bons résultats, c'est que vous voyez, Arkema, c'est un leader mondial puisque sur environ 90% de leur chiffre d'affaires, ils sont en position de leader. Donc, il y a du pricing power chez Arkema. Alors, si on regarde la répartition du chiffre d'affaires 2021, on voit que 85,5%, c'est sur le graphe de gauche, hein, quand on cumule adhésifs, matériaux avancés et coating solutions, c'est-à-dire du coup les matériaux de spécialité au total, hein, sur ces trois pôles, eh bien on voit que les matériaux de spécialité représentent 85,5% du chiffre d'affaires d'Arkema. C'est important puisqu'en fait leur objectif, on va en reparler plus en détail, mais pour 2024, c'est que 100% du chiffre d'affaires soit généré par ces matériaux de spécialité. Il y a un move important qui est fait par Arkema depuis quelques années et qui a été annoncé plus particulièrement en 2020 dans leur plan stratégique 2020-2024. Et leur objectif, c'est donc de sortir des activités les plus polluantes, d'aller vers des activités d'innovation au travers des matériaux de spécialité, de faire en sorte aussi d'avoir un chiffre d'affaires qui est un petit peu moins cyclique, même si jamais il est toujours soumis, comme je vous l'ai dit à l'instant, à la conjoncture économique. Mais voilà, il y a un move qui est très important sur ces matériaux de spécialité à forte marge, qui demandent des capacités d'innovation et qui sont des matériaux du futur. Vous allez voir que c'est assez impressionnant ce que fait Arkema et vous allez voir qu'Arkema est vraiment partout dans les objets du quotidien et dans les objets aussi innovants et qui vont dans le sens du développement durable et de la réduction de l'émission de CO2. Les régions, je ne reviens pas dessus, on en a parlé, chiffre d'affaires vraiment bien réparti sur les trois grandes régions, Amérique du Nord, Europe et Asie. Au niveau de la génération de trésorerie, ça se passe très très bien au niveau d'Arkema, c'est-à-dire que vous voyez que le flux de trésorerie courant est à 756 millions d'euros stable par rapport à 2020. Au niveau du free cash flow, il y a une baisse, mais il y a eu des investissements, donc c'est normal. 480 millions d'euros de free cash flow. Ce qui est important, c'est que pour une industrie comme celle-ci, le taux de conversion de l'EBITDA en cash, il est pas mal du tout. Il est en ligne avec l'objectif long terme de transformer 40% de l'EBITDA en cash, puisque en 2021, le taux est monté à 43,8%. Il y a eu donc des investissements courants et exceptionnels, notamment sur deux gros projets pour augmenter les capacités du groupe qui vont porter la croissance organique pour les années à venir, et notamment une usine à Singapour et une autre aux États-Unis. Donc voilà, ces investissements qui sont importants mais qui vont pouvoir générer du chiffre d'affaires futur. L'actionnaire n'est pas oublié, hein. Il y a une augmentation globalement progressive du dividende. C'est pareil, on va revenir sur une vision plus large de l'augmentation du dividende depuis la cotation en bourse d'Arkema dans un instant. Mais en tout cas, pour 2021, ils ont augmenté le dividende de manière importante puisqu'il y a eu 3 euros de dividendes qui ont été versés en 2022 au titre de l'exercice 2021. Ils ont fait également un programme de rachat d'actions de 300 millions d'euros qui a été terminé en novembre 2021. Et ce programme de rachat d'actions a permis notamment une réduction du capital de 3,2% qui est arrivée donc en janvier 2022. Donc ça, c'est bien. Arkema finance sa croissance, fait des acquisitions, fait un move stratégique vers les matériaux de spécialité et pour autant n'en oublie pas ses actionnaires avec le dividende et les rachats d'actions qui permettent de reluer leurs actionnaires au capital de l'entreprise.
Autre critère très important et sur lequel Arkema est performante et l'est de plus en plus, c'est la performance extra-financière avec, notamment les critères, ESG. Oui, quand on parle de chimie, en principe, c'est de l'industrie lourde, polluante et cetera. Et bien, Arkema a fait énormément de progrès, d'efforts au cours des années, précédentes et continue. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que Arkema fait partie du CAC 40 ESG, donc le nouvel indice qui a été créé par Euronext en 2021. Au niveau, du, MSCI, la note est, A, B pour le changement, climatique, et si on regarde la note EcoVadis, eh bien, Arkema fait partie des 1 les plus performants de son secteur. Donc Arkema est très bien noté et a des objectifs ambitieux, à horizon 2030. Donc voilà, Arkema, coche la case ESG, et la dimension extra-financière, est très importante dans la stratégie, d'Arkema. Donc ils sont très vigilants là-dessus, donc c'est tout bon pour l'ensemble des parties prenantes et notamment les actionnaires. Si on regarde le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022, le chiffre d'affaires a été en très très forte croissance, plus 30% à périmètre et à taux de change constant par rapport au T1 2021. L'EBITDA, lui, a encore progressé avec 21,4% de marge d'EBITDA. Franchement, c'est très impressionnant comme performance. Ça se retrouve sur le résultat net courant qui se monte à 376 millions d'euros. C'est 4,96 € par action. Donc là, on est très clairement sur un résultat par action qui, sur un seul trimestre, pèse quasiment la moitié de ce qui a été fait sur toute l'année 2021. Donc on est sur un gap qui est vraiment très significatif. Après, au niveau de la dette, c'est ce que je vous disais, fin d'année 2021, on était à 0,7 fois l'EBITDA. Là, ça a doublé avec une dette qui s'approche des 3 milliards d'euros, mais c'est une dette qui est présente parce qu'il y a eu des achats qui ont été effectués. Donc ça va nourrir la croissance du chiffre d'affaires en complément de la croissance organique, en sachant que ça reste tout à fait soutenable puisque leurs objectifs financiers au niveau de l'endettement montrent un plafond à 2 fois l'EBITDA. On est à 1,4 fois, donc il y a encore du levier Arkema pour continuer à investir sans problème et est encore assez loin de son plafond. Regardons un petit peu plus en détail les résultats donc du premier trimestre 2022. EBITDA donc en forte hausse, comme je vous le disais, hein, plus 73%. On voit que la marge d'EBITDA progresse, hein, c'était 16% l'année dernière au premier trimestre, on est à 21,4%. Donc cet EBITDA, il est porté par les matériaux de spécialité qui progressent de plus 82%. Vous avez quand même le pôle intermédiaire qui progresse de 25% en EBITDA et qui a un EBITDA qui est plus important que les matériaux de spécialité. Si on regarde, hein, la marge d'EBITDA là dans le tableau sous vos yeux, on voit que les matériaux de spécialité ont une marge d'EBITDA sur le premier trimestre 2022 de 21% et le pôle intermédiaire de 35%, quasiment à 34,7%. Sachant que dans la stratégie, pour être 100% matériaux de spécialité, bah forcément, Arkema est en train petit à petit de déconsolider, de revendre la partie intermédiaire. Donc, c'est sûr que ça fait peser la déconsolidation de ce pôle-là un petit risque sur la marge. Et d'ailleurs, ils en ont tenu compte, bien entendu, dans leur plan stratégique 2020-2024 qu'on va voir dans un instant. Si on revient rapidement sur le résultat net courant par action, comme je vous le disais, quasiment 5 euros, 4,96 versus 2,08 l'année dernière. Donc, c'est multiplié par quasiment 1,5 fois. Lors de la publication de ces résultats du premier trimestre 2022, le groupe en a profité pour mettre à jour ses perspectives 2022. Donc, Arkema vise désormais en 2022 à périmètre constant un EBITDA pour ses matériaux de spécialité et pour l'ensemble du groupe en légère hausse par rapport au niveau record de 2021. Donc, on n'est pas à l'abri d'une dégradation plus générale de l'économie qui viendrait remettre en cause ces perspectives 2022. D'ailleurs, là, au moment où je tourne cette vidéo, dans quelques semaines, il y aura les résultats du premier semestre 2022. Donc, ça permettra de voir si Arkema confirme ses objectifs ou s'il se montre un petit peu plus prudent. Mais pour le moment, Arkema vise encore un EBITDA en progression alors que c'était un niveau record en 2021. Allez, le plan stratégique, j'en ai déjà parlé un petit peu. Donc, aujourd'hui, Arkema veut devenir un leader des matériaux de spécialité avec un objectif en 2024 de chiffre d'affaires entre 10 et 11 milliards d'euros. Une marge d'EBITDA de 17%. Alors, vous allez me dire, c'est un peu de la décroissance par rapport à ce qu'ils ont sorti en 2021. Oui, mais c'était un niveau exceptionnel, record. Et comme je vous l'ai dit, les matériaux de spécialité ont une marge d'EBITDA jusqu'à présent qui est quand même plus faible que le pôle intermédiaire qui sont en train de déconsolider progressivement.
Comment ils comptent atteindre ces objectifs? Eh bien, avec de la croissance organique entre 3 et 3,5 par an et diverses acquisitions pour se renforcer dans les matériaux de spécialité. La génération de trésorerie, conversion d'EBITDA en cash supérieure à 40 et ils comptent maintenir une discipline financière stricte, notamment l'endettement dont je vous ai parlé avec les fameux 2 fois d'EBITDA maximum au niveau de la dette nette et donc la déconsolidation du segment intermédiaire est en cours. Ça se fait progressivement. Cette stratégie, elle s'appuie sur 4 leviers. Ils vont accélérer la croissance organique et l'innovation durable. Ils veulent renforcer donc les matériaux de spécialité avec des acquisitions ciblées. On va voir qu'ils ont déjà commencé, bien entendu. Et ils font de l'optimisation opérationnelle en maîtrisant les coûts, en faisant aussi des économies. Et puis, ils ont pour objectif au niveau de la RSE de figurer parmi les entreprises chimiques les plus performantes au monde. Au niveau de l'innovation, ça s'appuie sur 5 piliers, sur 5 grandes thématiques: les nouvelles énergies et mobilité propre, l'allègement et design des matériaux, tout ce qui est confort, efficacité énergétique de l'habitat, bien entendu l'économie circulaire et les solutions pour l'électronique. Et donc concrètement, c'est quoi? C'est notamment, bah, les batteries. Je vous l'ai dit, ils font des gros développements dans l'hydrogène qui pour le moment génère pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais si jamais l'hydrogène arrive vraiment à percer comme c'est prévu dans les années 2030, 2035, et bien là, ça pourrait être un relais de croissance extrêmement intéressant. Ils sont très présents dans le lifestyle, hein, je vous ai parlé des semelles de basket notamment, dans l'habitat pour rendre l'habitat plus propre, moins énergivore, moins émetteur d'émissions nocives et tout ce qui est électronique. Et donc, par rapport à ces 5 piliers de l'innovation, Arkema espère générer 1,5 milliard de ventes additionnelles d'ici 2030 en comparaison du chiffre d'affaires qui était généré en 2019. Alors, si on veut être un peu plus concret sur ce qu'apportent ces innovations au quotidien, eh bien, regardez par exemple quelques innovations dans le biosourcé et le recyclable. Ils sont dans les batteries lithium-ion. Par rapport aux détergents, eh bien, ils ont sorti des nouveaux tensioactifs biosourcés et biodégradables qui permettent d'avoir une détergence efficace mais plus durable. Et si on regarde les pièces composites en hélium, eh ben, ça permet de faire des bateaux en fibre de verre entièrement recyclables ou encore des pales d'éoliennes qui sont également 100% recyclables. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un gros souci au niveau des éoliennes de savoir qu'est-ce qu'on en fait une fois que bah, elles sont cassées, qu'on les démonte. Et bien là, on a des pales 100% recyclables grâce notamment à ces matériaux. En 2021, ils ont continué à mettre en œuvre leur système de partenariat et de prise de participation, hein. C'est-à-dire qu'il y a de l'innovation interne, mais ils ont des prises de participation aussi dans des startups. Par exemple, la startup grenobloise Vercor, il y a une prise de participation. Donc, c'est une startup qui est spécialisée dans la production de batteries de haute performance. Donc, normalement, Vercor devrait commencer à produire ces batteries-là, je crois, en 2024 ou 2025. Donc, voilà, ça, c'est un exemple très concret de prise de participation d'Arkema ou encore dans une société spécialisée dans l'impression 3D. Dans ce plan stratégique, ils n'oublient pas leurs actionnaires avec donc au niveau du cash à allouer en 2020-2024 dans le plan stratégique, eh bien entre 40 et 45 d'acquisition nette de cession. Donc voilà, ce cash-là sert à développer l'entreprise. Il y aura 15 de ce cash qui sera alloué à des investissements exceptionnels et 40 à 45 de retour aux actionnaires qui se décompose en plusieurs parties. Le dividende avec une politique de croissance du dividende. L'objectif, c'est d'atteindre un taux de distribution de 40% d'ici 2024. Aujourd'hui, on est à peu près entre 25 et 30. Si on fait la moyenne sur les 4-5 dernières années, on est à 30 de taux de distribution, donc de payout ratio. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel, si jamais les bénéfices restaient les mêmes, ne serait-ce que les mêmes, alors que l'objectif, c'est de les faire progresser. Mais si jamais on était à ISO, il y aurait un potentiel d'augmentation des dividendes de 33%. Ils font des rachats d'actions opportunistes. On l'a vu avec l'annulation du capital de 3,2% du capital en début d'année 2022. Donc voilà, on voit qu'ils n'oublient pas leurs actionnaires. Et ça me plaît au niveau de cette entreprise, sachant que vous voyez que par rapport à leur plan stratégique, il y a un potentiel d'amélioration des résultats, d'avoir une entreprise dans son portefeuille qui est durable et qui va rémunérer de mieux en mieux ses actionnaires.
Alors c'est le plan 2020-2024, mais si vous voulez, Arkema, c'est une entreprise qui s'est, déjà, bien développée, qui s'est vraiment transformée, depuis, 2006 et son introduction en bourse. Donc là, vous avez sur, un graphe, les acquisitions, majeures, qu'ils ont pu, faire au cours des 15-16 dernières années. Avec là, en 2022, la dernière acquisition, hein, dont le closing a été réalisé, fin, février, 2022 dans le domaine des adhésifs de performance. C'est Ashland, qui vient d'être acheté. Regardons un petit peu en arrière rapidement pour voir la trajectoire, d'Arkema au cours des, 6 dernières années. On regarde, l'évolution du chiffre d'affaires et du compte de résultat de 2015 à 2021. On est passé de 7,7 milliards de chiffre d'affaires en 2015 à 9,5 milliards en 2021. L'EBITDA a une tendance aussi à la progression, bien entendu sur, ces années-là. Alors il y a 2020 où il y a eu le creux, hein, à cause, des coûts, liés à la crise, Covid, mais globalement, on est quand même sur une tendance qui progresse avec un EBITDA à 1,7 milliard en 2021. La marge donc d'EBITDA a tendance à s'améliorer logiquement par rapport à ce que je viens de vous dire. Au niveau du résultat net courant, on est globalement sur une tendance haussière de long terme. Et au niveau de la dette, eh bien, ça fluctue au gré des acquisitions et des ventes qu'ils font, mais on reste dans quelque chose qui est tout à fait convenable. Et au niveau du free cash flow, il y a une tendance globale à l'amélioration. Bon là, ça a baissé en 2021 par rapport aux raisons que je vous ai expliquées juste avant. Mais on est sur une génération de free cash flow qui est vraiment intéressante et qui a tendance, pareil, sur le long terme à progresser avec des effectifs qui restent quand même, somme toute, contenus par rapport à la croissance de l'entreprise. Si on regarde l'historique des dividendes versés depuis l'introduction en bourse, d'Arkema, donc les années, en fait, ce ne sont pas les années de versement, ce sont, les années de, résultats et donc de, dividendes par, action. C'est-à-dire que le dividende est versé l'année suivante, comme vous le savez. Donc on voit pareil qu'on a une tendance de long terme à la hausse. Alors oui, ça avait un peu baissé, en 2008. En 2008, ça veut dire que le dividende avait été versé en 2009. On était en pleine crise, financière. Donc oui, le dividende avait baissé entre 2008 et 2009, en termes de versement. Mais depuis, il y a, vous voyez, la grosse tendance quand même à la progression. Et donc, je pense que Arkema, entre ses rachats d'actions, l'amélioration de ses résultats, l'amélioration de sa marge, etc., va pouvoir augmenter son dividende dans les années à venir. Et c'est pour ça, notamment, que je suis rentré chez Arkema, parce que je crois dans son potentiel de développement, avec un côté moins cyclique qu'auparavant grâce aux matériaux de spécialité et à sa volonté aussi de distribuer plus de cash à ses actionnaires tout en réduisant son capital. Donc oui, aujourd'hui, ça paraît pas fou le rendement d'Arkema, mais je pense que dans les années à venir, on va pouvoir obtenir un rendement bien plus intéressant. Depuis le début de l'année, Arkema a baissé quand même de 25%, en sachant que sur les 52 dernières semaines, le plus haut d'Arkema, ça a été de 134,95 € et elle a chuté au niveau de son plus bas à 82,54 € au moment où je tourne cette vidéo. Elle a rebondi à 93,58 €. C'est le dernier cours de clôture de l'action Arkema. Donc moi, j'ai profité ces dernières semaines de cette baisse de l'action Arkema pour commencer à construire une position à l'initié. J'ai passé plusieurs ordres. J'ai 2 ordres qui ont été exécutés. Un premier ordre avec 5 actions à 89,80 et puis un deuxième ordre pour 5 actions également, mais cette fois-ci, celui-ci a été exécuté à 82,80 €. C'est les cours que je visais, hein. Je mets toujours, pour rappel, des ordres à cours limité. Et donc, au total, au cumul de ces 2 ordres, j'ai maintenant 10 actions dans mon portefeuille, 10 actions Arkema à un prix de revient unitaire moyen de 86,99 € en comptant les frais de transaction et la taxe sur les transactions financières. Donc, j'ai investi 870 € pour 10 actions Arkema. Mon objectif est d'augmenter mon exposition pour construire une ligne à quelques milliers d'euros. Mais pour le coup, vous voyez, j'avais ma stratégie de passer un ordre sous les 90 €, un autre vers les 82-83 €. Et par contre, ce que je souhaitais, donc c'était quasiment 500 € à chaque fois. Mais par contre, ce que je souhaitais, c'était d'investir des sommes plus importantes si jamais l'action Arkema baisse encore. J'avais en target notamment les 75-77 €. Et là, mon objectif était de mettre 1000 € sur la table pour pouvoir augmenter encore plus fortement ma position chez Arkema. Donc, c'est vraiment l'objectif de long terme de construire une position à un PRU intéressant, en tout cas que je juge intéressant par rapport aux perspectives de développement d'Arkema.
et à court terme, peut-être que effectivement la situation économique viendra dégrader de manière importante les résultats d'Arkema. Ça se reflètera sur le cours de bourse et ça permettra de me renforcer à des cours bien plus intéressants. L'augmentation de mes dividendes annuels suite à mes achats, pour le moment, est de 30 €, sachant que je pense que Arkema va être en mesure d'augmenter son dividende en 2023 au titre de l'exercice 2022. Après, est-ce qu'il le fera? On verra. Mais pour le moment, si jamais Arkema versait le même dividende en 2023 que celui qu'il a versé en 2022 au titre des résultats 2021, ça me ferait donc 30 € de dividendes supplémentaires, soit un rendement de 3,45% sur mon capital investi. Si on regarde très rapidement le cours d'Arkema au cours des 5 dernières années, on voit que pendant la crise Covid, elle est descendue sous les 60 €. Et donc, vous voyez que moi, je vise plutôt de me renforcer aux alentours des cours des creux de 2019, aux alentours de 75-76 €, comme je vous le disais. Et sur le long terme, si on regarde le graphe, on voit qu'on a quand même une belle tendance haussière. Arkema arrive à très très bien développer son business depuis qu'elle est séparée de Total. On continue ce top 3 des actions à dividendes qui peuvent être intéressantes à regarder au mois de juillet 2022 avec la deuxième action de ce top 3. Et c'est une action que vous connaissez ici sur cette chaîne puisque c'est l'entreprise Bouygues qui, au cours actuel, me paraît être à nouveau vraiment intéressante pour le long terme. Rendement de 6,3%. Aujourd'hui, je vous rappelle que le groupe Bouygues, c'est quasiment 125 000 collaborateurs, 38 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 5 métiers, 3 pôles d'activité et 81 pays. Sur les 3 pôles d'activité, vous avez donc les activités de construction et services avec Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et ou encore Colas. Vous avez le pôle d'activité média avec la participation dans TF1 et puis le pôle d'activité télécom avec Bouygues Télécom, bien entendu. Donc 5 métiers. À noter que dans activité de construction et services, eh bien le pôle service risque de devenir un pôle spécifique avec le rachat d'Equance qui est en cours. On va en reparler dans un instant. La répartition du capital fait qu'aujourd'hui, une OPA sur Bouygues est hautement improbable. Donc c'est pour ça aussi qu'au niveau du cours de bourse, ça ne profite pas au cours de l'action puisque la famille Bouygues est quand même très présente au capital et les salariés de Bouygues sont présents aussi à hauteur de plus de 20%. Il n'y a pas de prime spéculative sur le cours de bourse de Bouygues comme ça peut être le cas sur certaines autres entreprises, il faut le savoir. Alors l'effet marquant très rapide de l'année 2021, bonne dynamique de croissance, excellent résultat 2021, dividende en hausse à 1,80 alors qu'avant il était à 1,70 €, un endettement net historiquement bas avec une grosse capacité d'investissement que le groupe Bouygues d'ailleurs compte bien utiliser avec le rachat d'Equance et également la fusion slash OPA sur M6. Donc ces deux dossiers sont en cours de route et devraient, si tout se passe bien, être closés en 2022. En tout cas, c'est ce qui est prévu au moment où je tourne cette vidéo. Le résultat net part du groupe de 2021, il a bien progressé par rapport à 2020. Ce qu'on voit, c'est que les activités de construction avec Bouygues Construction, Colas et Bouygues Immobilier sont les premiers contributeurs avec quasiment 50% du résultat net part du groupe qui est réalisé par ces activités-là. Et puis ensuite, vous avez Bouygues Télécom, Bouygues Télécom qui a généré des gros résultats sur 2021 avec 403 millions d'euros sur un total de 1,125 milliard d'euros pour la totalité du groupe Bouygues. Ce qui est intéressant également, c'est que cette croissance et ce rebond des résultats se fait avec un free cash flow qui est en progression, qui permet de couvrir le dividende sans problème avec 830 millions d'euros de free cash flow pour Bouygues en 2021. Et d'ailleurs, le niveau de free cash flow était quand même resté à des niveaux très intéressants en 2020 malgré la crise Covid à 725 millions d'euros. Et là, on voit qu'au niveau du free cash flow, c'est toujours les activités de construction qui sont en numéro 1 et qui pèsent là les 3 quarts du free cash flow. Mais dedans, on voit l'important de Colas qui a généré 358 millions de free cash flow en 2021, soit, on va dire, un bon 35-40% du free cash flow total du groupe. Si on regarde un historique du dividende au cours des quasiment 20 dernières années, on voit que ça avait bien progressé entre 2003 et 2008. 2008-2016 ont été sur une stabilité du dividende à 1,60 €. Il a été augmenté au titre de l'année 2017, au titre des résultats 2017, à 1,70 € pendant 4 ans. Et là, en 2022, au titre des résultats 2021, il a encore été augmenté à 1,80 €. Honnêtement, je ne m'attendais pas à une hausse du dividende étant donné le rachat
rachat du groupe Equance, qui est un gros rachat, et également l'OPA/fusion sur M6. Je ne m'attendais pas à une hausse du dividende maintenant. Donc belle surprise de la part du groupe Bouygues. Et d'ailleurs, ils ont réitéré leur intention de continuer à avoir une croissance pérenne du dividende. Alors, vous l'avez compris, hein, c'est pas une croissance tous les ans, mais il n'empêche, c'est un objectif de long terme que de continuer à augmenter la rémunération des actionnaires de Bouygues. On continue rapidement avec les résultats du premier trimestre 2022. Je passe très très rapidement. Pourquoi? Parce que historiquement, ils ne sont pas du tout représentatifs de l'année. Ils sont toujours déficitaires. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un chiffre d'affaires du groupe qui est en hausse de plus de 6%. Le carnet de commandes dans les activités de construction et services, il est en hausse de 4%. Donc voilà, ça c'est des bons indicateurs. La performance commerciale chez Bouygues Télécom, elle est jugée comme étant solide. Et pourquoi du coup les résultats du premier trimestre ne sont pas représentatifs? Parce que Colas pèse toujours très lourdement sur le premier trimestre de chaque année. Voilà, c'est comme ça, c'est depuis toujours que Colas pèse lourdement sur les résultats du premier trimestre au niveau du groupe. C'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout significatifs. En revanche, la courbe de chiffre d'affaires et du carnet de commandes, ça, c'est intéressant. Donc Bouygues, après avoir pendant des années un petit peu végété, avoir mis un petit peu de temps à se redresser de l'impact de l'arrivée d'Iliad, hein, de Free sur le marché des télécoms, et donc l'impact important que ça a eu sur Bouygues Télécom, eh bien, se développe à nouveau. Donc la stratégie de création et de partage de valeur de Bouygues, c'est celle-ci. C'est des métiers qui sont diversifiés, qui sont porteurs de croissance sur le long terme. Ils veulent renforcer et développer les activités de construction et de services multitechniques. Ça va être le cas avec leur achat d'Equance. Ils continuent à accélérer la croissance de Bouygues Télécom. Ils veulent consolider également le positionnement de TF1 et répondre au challenge des plateformes globales. Et comment ils répondent au challenge des plateformes globales? C'est notamment en fusionnant avec M6 pour pouvoir créer un champion français extrêmement puissant. Même si TF1 est déjà leader de la télévision en France, et bien avec M6, ils auraient beaucoup plus de moyens pour pouvoir investir dans les séries, dans les plateformes digitales, et pouvoir lutter face au Netflix, Amazon Prime, HBO Max, etc., etc. Ils font très attention à la marge au niveau des métiers. Ils ont des plans d'optimisation pour améliorer les marges de l'ensemble des métiers du groupe. Et bien entendu, ils ont une culture du cash sur tous les métiers. On l'a vu avec le free cash flow. Donc, ils veulent continuer à avoir une très belle génération de free cash flow qui est récurrente et en croissance pour les années à venir. Et donc, tout ça permet de soutenir une croissance du dividende. C'est clairement annoncé de la part de Bouygues. Les deux acquisitions, on revient très rapidement dessus. C'est notamment Equance, hein, qui était jusqu'à présent chez Engie. L'objectif, c'est de devenir un des leaders des services multitechniques dans le monde. Donc, ça avance bien. Les contrats sont signés. Il y a bien entendu l'autorité de la concurrence qui doit se prononcer. Et le closing de la transaction est attendu au cours du S2, donc second semestre 2022. Et au niveau de TF1, donc le rachat d'M6, donc la fusion de TF1 et d'M6, eh bien, le calendrier prévisionnel, il est respecté pour le moment. On attend une décision de l'autorité de la concurrence à la rentrée. Ce sera vraisemblablement au mois d'octobre. Et ensuite, il faudra que l'Arcom autorise le changement de contrôle, donc le changement d'actionnaire, avec des actionnaires de contrôle d'M6 qui étaient RTL/Bertelsmann, qui deviendront dorénavant le groupe Bouygues si jamais tout est validé par la concurrence et également par l'Arcom. Et donc, le closing est toujours attendu pour la fin 2022. Pourquoi je vous reparle de Bouygues maintenant? C'est parce qu'en fait, le cours de bourse a quand même bien baissé. Alors, depuis le début de l'année, il baisse moins que le CAC, puisque c'est une baisse de 9% là en year to date, si vous voyez sur le graphe de droite. Depuis 5 ans, on est sur une baisse de moins 25%. Et là, aujourd'hui, je juge qu'à 10-11 fois les bénéfices, on est très très bien au niveau de l'action Bouygues. Alors, vous savez que je suis déjà actionnaire de Bouygues avec 75 actions. D'ailleurs, mon PRU, il est un peu au-dessus de 30 euros au niveau du groupe Bouygues. Alors, j'ai voulu saisir la baisse de marché avec les 27,50 € qui ont été touchés. Le problème, c'est que j'ai eu un petit souci avec mon courtier qui me réclamait des documents apparemment depuis un petit bout de temps. Parce que vous savez qu'il y a toujours un contrôle qui est régulier, une fois par an ou une fois tous les 1 an et demi. Le courtier doit contrôler que vous êtes bien toujours dans la même situation, d'où proviennent vos fonds, etc. Il vous demande des justificatifs. Alors moi, j'avais vu passer quelques messages, mais c'était impossible de charger ces documents sur l'application mobile
mobile de mon courtier. Moi, je me connecte chez mon courtier que via l'appli mobile. Et donc, c'est vrai que j'ai laissé passer un petit peu le truc. J'ai pas eu énormément de rappels de la part du courtier. Et donc, bah là, en fait, ils ont bloqué mon compte le temps que je fournisse ces documents. Donc, je leur ai fourni dans la foulée en me connectant sur le site web. Mais ils mettent un petit peu de temps à débloquer mon compte. Donc, ça devrait être le cas là incessamment sous peu. Mais il n'empêche que ce blocage de mon compte, alors, je reproche rien à mon courtier, sauf que son application est mal foutue pour pouvoir fournir les documents. Mais à part ça, j'aime bien mon courtier. Mais c'est vraiment très, très mal tombé. La semaine où les marchés ont été un petit peu bousculés, là, en début de semaine dernière, eh bien, c'est tombé pile à ce moment-là le blocage de mon compte. Et c'est dommage que j'avais prévu, comme je vous l'avais annoncé dans des vidéos précédentes, de racheter 25 actions Bouygues supplémentaires à un cours de 27,50 € et j'ai pas pu passer cet ordre-là à cause du blocage de mon compte. Après, c'est pas très grave. Moi, je pense que cet été, dans un marché qui est toujours un peu compliqué, même s'il rebondit dernièrement, eh bien, avec moins de volume, il y aura sûrement des variations assez importantes des cours de bourse et il y aura des opportunités à choper. Donc, je compte bien pouvoir me renforcer sur Bouygues aux alentours de 27,50 € pour avoir 25 actions supplémentaires et avoir mon objectif de 100 actions Bouygues sur mon portefeuille PEA. En tout cas, aujourd'hui, pour des gens qui ne sont pas actionnaires de Bouygues, et ce que je vous dis, ce n'est pas un conseil, mais personnellement, je trouve que c'est pas inintéressant de creuser le dossier et de voir si ça peut rentrer dans votre stratégie. On est sur un rendement de plus de 6,30%, un rendement qui sera sûrement plus élevé dans quelques années. Je dis pas que le dividende va augmenter cette année avec les rachats qu'ils font, mais pour le coup, on est quand même sur un groupe qui est bien géré, qui est pérenne, qui à nouveau se dynamise après avoir rien fait malheureusement pendant des années, à part juste se focuser sur le redressement de Bouygues Télécom. Là, ça y est, il y a des opérations de croissance externe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le marché sous-valorise la nouvelle histoire du groupe Bouygues, qui est un groupe familial extrêmement bien géré, et qu'aujourd'hui, ce dossier peut se regarder sur ses niveaux de cours. On termine ce top 3 des actions à dividendes du mois de juillet 2022 avec l'entreprise Line Data. Elle, ça fait super longtemps que je vous en avais pas parlé, mais je l'ai toujours, je vous rappelle, dans mon portefeuille. En fait, je l'ai sur mon PEA PME. Je vous ai mis le code ISIN si jamais vous recherchez l'action et le code mnémonique. Il est sur la page qui s'affiche sous vos yeux aujourd'hui. Alors, Line Data, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on est revenu sur des cours d'achat. En fait, on est revenu, selon moi, vers des cours qui sont proches de cours d'achat et qui peuvent commencer à se regarder, notamment si vous craignez la récession, si jamais vous voulez une entreprise qui est capable d'afficher la croissance de résultats sur un secteur qui va être moins impacté au niveau de la récession et de la hausse des coûts. Eh bien, je pense que Line Data, ça se regarde et moi, je commence à regarder pour pouvoir me renforcer sur cette position qui est déjà donc une position de mon portefeuille. Je vous rappelle que Line Data, en fait, c'est quoi? C'est un auditeur de logiciels destiné aux professionnels de la gestion d'actifs, de l'assurance et du crédit, en sachant que la gestion d'actifs, ça représente la part la plus importante du CA. Il y a environ 80% de chiffre d'affaires qui est récurrent. Donc, c'est ça qui est intéressant. Même si demain, il devait y avoir une grosse récession, alors oui, il pourrait y avoir une baisse du chiffre d'affaires, mais il n'empêche que entre les 3 quarts et 80% du CA sont récurrents avec des contrats pluriannuels. Donc, ça, c'est quand même vachement rassurant. Élément d'inquiétude, il y a une décroissance d'ICA depuis quelques années, mais l'EBITDA progresse. Donc, il y a un effort important sur les coûts, sur la rationalisation de l'entreprise. On va le voir dans un instant. Et puis, il y a toujours un petit côté spéculatif avec l'âge du capitaine. De mémoire, le patron et donc qui est toujours le premier actionnaire du groupe a 72 ans, 70-72 ans. Donc, ça commence à faire un petit peu âgé et on ne sait pas ce qui va se passer au niveau de la succession. Est-ce que c'est les managers qui vont prendre le relais? Est-ce que ce sera revendu? On n'en sait rien. Donc, il y a toujours ce petit parfum spéculatif qui rôde autour de Line Data. Au niveau des résultats 2021, eh bien, vous voyez, le chiffre d'affaires a été en légère baisse. En revanche, l'EBITDA a bien progressé de plus 8,9%. Bon, ça a aussi été soutenu par le fait qu'il y avait moins de déplacements avec le Covid. Et donc, du coup, ça a fait progresser quand même l'EBITDA. Moins de frais généraux pour le groupe. Le résultat opérationnel, du coup, s'est élevé à 24% du chiffre d'affaires et le résultat net a fait un bond de plus 40% par rapport à l'année dernière à 28,3 millions d'euros. Je vous le disais, le chiffre d'affaires, vous voyez la gueule du chiffre d'affaires sur 5 ans, on pourrait se dire attention, warning, warning. Oui, alors
c'est sûr que pour le moment, on voit que c'est pas une entreprise de croissance. Maintenant, ils ont mis des choses en place, des leviers pour pouvoir repartir en croissance. Et si jamais ils arrivent à faire repartir ce chiffre d'affaires en croissance et que l'EBITDA continue à s'améliorer, là, on pourra avoir un repricing important du cours de l'action. Mais on voit qu'il y a quand même une tendance à la décroissance au cours des 5 dernières années, mais qu'il y a de l'excellence opérationnelle derrière parce que l'EBITDA s'améliore au fur et à mesure malgré la décroissance légère de ce chiffre d'affaires. Et au niveau du résultat net, on a vu un gap important en 2021. Je vous l'ai dit, c'est notamment grâce à des bonnes économies de coûts avec moins de déplacements à cause du Covid. Et donc, je m'attends à ce que le résultat net 2022 soit quand même inférieur au résultat net de 2021. Pour moi, il devrait être à mi-chemin entre le résultat de 2020 et de 2021. Mais vous allez voir que ça ne porte pas, à mon sens, de menace sur le dividende. Regardons le chiffre d'affaires du premier trimestre 2022. Alors, il est en progression de plus 5,9%. Maintenant, il y a un effet change quand même dedans, puisqu'on le voit, variation à taux de change constant. On est sur du flat sur l'asset management et sur tout ce qui est lending et leasing, on est sur du plus 4,9%. Et donc, au total, on est sur une progression de plus 1,6%, donc en organique sur Line Data. Donc, c'est pas une croissance de dingue. Il n'empêche que sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires est quand même reparti en croissance, en hausse. Et ça, c'est intéressant. Il faut juste voir si jamais cette hausse continue sur le deuxième trimestre 2022. Et au moment où je tourne cette vidéo, on sera fixé dans quelques semaines. Intéressons-nous rapidement à la répartition du capital. 63% du capital est entre les mains du patron et du management et des salariés de l'entreprise. Ils ont fait pas mal de rachats d'actions. On va en parler dans un instant au cours des années précédentes, au cours de la dernière décennie. Et donc, 37% du capital est public aujourd'hui. Donc, attention un peu à la liquidité du titre, mais pour le moment, ça reste correct. Donc, des rachats d'actions, des stock buyback, je vous l'ai dit, avec ce graphe que je vous ai fait. Entre 2019 et 2021, le nombre d'actions rachetées puis annulées ont fait en sorte donc de baisser le capital de quasiment 41%. Et l'année dernière, ils ont continué à racheter des actions et ils en ont annulé là en début d'année avec une baisse encore du capital, une annulation des actions qui font que le capital a encore baissé de 2,13%. Donc ils sont soucieux de faire en sorte de reluer leurs actionnaires au capital de l'entreprise. Alors après, je sais qu'ils ont dit qu'ils n'iront pas trop loin non plus parce qu'ils veulent garder une certaine liquidité sur le titre et pas avoir un titre amorphe coté sur Euronext sur lequel il n'y aurait plus d'échange parce qu'il n'y aurait plus assez de liquidité. Mais il n'empêche que, à mon sens, ils devraient encore continuer à racheter des actions pour pouvoir les annuler. Donc ça, c'est tout bon. Ça relue les actionnaires au capital de l'entreprise et ça permet d'augmenter, même si jamais il n'y avait pas de croissance, le résultat net par action et donc potentiellement le dividende derrière. Au niveau du dividende, justement, celui qui a été versé en 2022 au titre de 2021, donc là, au moment où je tourne cette vidéo, il vient d'être détaché le dividende. C'est un dividende d'1,60 €. Donc vous voyez qu'ils l'ont bien fait progresser par rapport à celui qui a été versé en 2020 au titre des résultats 2019, puisque le dividende a été en croissance de plus 18,5% par rapport au dernier dividende, avec un résultat net par action en 2021 qui avait fortement progressé par rapport à 2020 et même par rapport à ce qu'il était en 2019, parce que vous voyez qu'on était à 4,42 de résultat net par action en 2021, 3,09 en 2020 et seulement 2,69 en 2019. Donc voilà, on est sur une belle croissance d'une année sur l'autre, on est sur plus 43% en progression du résultat net par action chez Line Data, ce qui est une très très belle performance. Ça donne donc un payout ratio de 36,2%. Donc même si le résultat net par action devait baisser en 2022, comme c'est un petit peu ma crainte, on a un payout ratio qui est tellement safe que Line Data pourrait soit maintenir son dividende sans problème, soit même l'augmenter malgré une éventuelle baisse du résultat net par action si jamais elle devait survenir. Donc on est sur une boîte qui est safe, qui doit absolument retrouver de la croissance. Ce serait vraiment bien pour son cours de bourse. Mais au niveau dividende, si on recherche un dividende qui est safe et qui pourra quand même être augmenté dans le temps grâce notamment à la réduction du capital avec l'annulation des différentes actions qui sont rachetées et des résultats qui s'améliorent avec une excellence opérationnelle qui est améliorée, eh bien je pense que Line Data, ça peut être dans son viseur
Aujourd'hui, chez, Line Data, j'ai, 126 actions dans mon portefeuille à un PRU de 20,23 €. Ça fait un rendement, sur mon PRU de 7,91 et donc j'ai reçu en 2022, 201,60 €. Si on regarde le cours de bourse, vous voyez que j'avais acheté au bon moment, hein, pendant la crise Covid, puisque sur les plus bas, on a tapé les 18-19 €. Donc j'en avais acheté à ce moment-là et je m'étais renforcé légèrement vers 24-25 € de mémoire, ce qui me donne ce PRU un peu supérieur à 20 euros. Mais vous voyez que sur les 5 dernières années, on n'est pas encore au plus haut, hein. Les plus hauts étaient au-dessus de 50 euros. Si on regarde sur les 12 derniers mois, un plus bas qui a été touché il n'y a pas longtemps, là, à 34,80 €, un plus haut à 44,70 €. Donc, Line Data, je regarde pour pouvoir éventuellement me renforcer cet été aux alentours des 30-32 € pour moi. Ce serait un cours qui serait pas inintéressant pour pouvoir augmenter ma position long terme chez Line Data et pouvoir bénéficier d'un dividende qui devrait être en croissance au cours des années à venir. Et si on regarde en year to date, on voit quand même que Line Data a pas mal résisté, puisqu'en fait, on est en baisse de 7,65%. Et dans cette baisse-là, si on regarde la baisse des quelques derniers jours, là, depuis fin juin jusqu'au vendredi 8 juillet, on voit qu'il y a 14% de baisse. Et 14% de baisse, c'est quoi? Bah, c'est notamment en partie le dividende qui a été détaché. Donc voilà, on est sur une action qui se maintient bien dans ce marché, hein. Le marché ne se trompe pas trop, puisqu'en fait, on est quand même sur des activités qui sont safe, avec une boîte qui n'est pas extrêmement valorisée, parce que vous voyez, par rapport aux bénéfices de l'année dernière, aujourd'hui, elle cote, vous voyez, cours sur bénéfice, donc le PER, le price earning ratio, l'action cote 8 fois ses bénéfices, avec un rendement de 4,42%. Donc c'est pour ça que Line Data, pour moi, ça doit être dans des listes d'alerte. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis des alertes sur cours vers du 32-30 € pour pourquoi pas, si j'ai des liquidités à ce moment-là, pouvoir me renforcer un peu sur Line Data. Voilà, c'était les trois actions que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Maximum de likes, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui s'intéressent à la bourse, hein, n'hésitez pas. Abonnez-vous également si ce n'est pas le cas. Et puis bien sûr, activez les notifications, ça permet d'être prévenu en live quand je poste une nouvelle vidéo. Merci encore d'être fidèle à chaque fois à mes vidéos. Et puis je vous dis à très vite sur Investir dans les dividendes. Ciao!